Je m'appelle Sophia Roberts. J'ai 33 ans et personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Le lendemain matin, mon père m'a envoyé un message de quelques mots. J'ai besoin de $8 400. Envoie-les. Aucune félicitation, aucune excuse, pas même une question pour savoir si la cérémonie s'était bien passée. J'ai regardé le message, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré exactement $1 avec la note suivante. 2 semaines plus tard, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée de ma maison. Quand je l'ai ouverte, mon père se tenait entre 2 officiers de police tenant un dossier contre sa poitrine comme une main gagnante. Elle a volé mon argent, a-t-il annoncé. Puis il m'a regardé directement et a souri. Je t'ai enfin eu. Un officier a demandé si j'avais récemment accédé à un compte familial. L'autre tenait ce qui semblait être un relevé bancaire montrant un transfert de $8 400 à mon nom. Pendant une seconde terrifiante, même mon mari a eu l'air confus. Le sourire de mon père s'est élargi car il pensait que le document m'avait piégé. Il ne savait pas que j'avais passé ma carrière à examiner des enregistrements altérés et des preuves numériques. Il ne savait pas non plus que j'avais conservé chaque message vocal et un document étrange qu'il avait essayé de me faire signer avant le mariage. 5 minutes plus tard, l'officier a levé les yeux du dossier et a dit « Monsieur, vous devez vous éloigner de votre fille. Vous pourriez être la personne qui a des ennuis ici. » Mais cette découverte n'était que la première faille dans un complot impliquant mon héritage, mon jeune frère et une dette que mon père avait cachée pendant près d'1 an. Avant de vous dire ce qu'il a dit et comment sa tentative de me faire arrêter a tout révélé, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes et d'où regardez-vous? J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. 3 jours avant mon mariage, je travaillais seul dans les archives sonores climatisées sous le vieux théâtre municipal de Milwaukee. Mon travail consistait à restaurer des fichiers audio endommagés pour des musées, des avocats et des fondations historiques. La plupart des gens imaginaient que je passais mes journées à écouter de la belle musique. En réalité, je m'asseyais souvent sous des lumières fluorescentes supprimant les parasites des entretiens de témoins endommagés, identifiant les coupures dans les enregistrements contestés ou récupérant des voix enfouies sous des décennies de bruit. Cet après-midi-là, je nettoyais une bobine enregistrée par un ouvrier d'usine en 1968 quand mon téléphone s'est allumé avec le 7e appel en absence de mon père. Je savais déjà ce qu'il voulait. Une semaine plus tôt, il avait placé un dossier de couleur crème à côté de mon assiette pendant le dîner et m'avait dit qu'il contenait des documents de continuité de routine pour Robert S. Héritage Auction, l'entreprise qu'il avait héritée de son propre père. Il voulait que ma signature soit notariée avant mon mariage. Quand j'ai demandé pourquoi une femme qui n'avait jamais travaillé pour son entreprise devait signer quoi que ce soit, son expression s'est durcie. Il a dit que les documents confirmaient simplement que je n'interférerais pas avec l'entreprise familiale s'il lui arrivait quelque chose. J'ai lu la première page et j'ai trouvé un langage l'autorisant à gérer les actifs détenus dans une fiducie créée par ma défunte grand-mère. Ma grand-mère avait laissé des parts protégées égales à moi et à mon jeune frère. Le document aurait permis à mon père, agissant en tant que fiduciaire temporaire, de mettre en gage mes distributions futures comme garantie. Quand j'ai refusé, il s'est penché au-dessus de la table et a dit « Tout ce que tu as est venu par cette famille. Ne confonds pas la permission avec l'indépendance. » Cette phrase m'a ramené à l'âge de 19 ans, debout dans un bureau d'aide financière de l'université pendant qu'il menaçait de retirer les frais de scolarité parce que j'avais changé de spécialité sans le consulter. Cela m'a ramené à l'âge de 26 ans lorsqu'il a appelé mon propriétaire et a essayé de mettre fin à mon bail après que j'ai refusé un emploi dans sa maison de vente aux enchères. Son contrôle était rarement bruyant. Il arrivait déguisé en assistance suivi d'une facture que je n'avais jamais accepté de payer. J'ai décliné son 7e appel et je suis retourné à l'enregistrement, mais un message vocal est apparu quelques instants plus tard. Sophia, ce mariage devient un embarras. Signe les papiers et nous pourrons tous avancer. Refuse et ne t'attends pas à ce que la famille célèbre des choix qui nous nuisent. J'ai sauvegardé le message vocal sur 2 disques cryptés. C'était un instinct de ma profession et non de la clairvoyance. À l'époque, je croyais encore que ma mère et mon frère seraient présents même si mon père restait à la maison. Mon fiancé Daniel Mercé m'a trouvé ce soir-là dans le hall du théâtre fixant mon téléphone. Daniel était un ingénieur de la sécurité ferroviaire qui comprenait le silence mieux que la plupart des gens. Il s'est assis à côté de moi sans demander d'explication. Quand j'ai finalement joué le message vocal, sa mâchoire s'est contractée. « Veux-tu reporter ?» a-t-il demandé. J'ai répondu « non ». Reporter aurait récompensé la menace. Malgré tout, j'ai envoyé un dernier message à ma mère. « Il y aura des places pour vous tous. J'espère que vous viendrez. » Elle l'a lu et n'a jamais répondu.
Le matin de notre mariage, la cérémonie s'est déroulée sous le plafond en dôme d'un petit planétarium que la ville louait pour des événements privés. Daniel et moi l'avions choisi parce que notre premier rendez-vous avait été une conférence publique sur l'astronomie où le projecteur était tombé en panne et nous avions passé 2 heures à parler dans le noir. Peu avant l'ouverture des portes, ma meilleure amie Maya Collins est entrée dans la salle de préparation portant un paquet étroit enveloppé de papier gris. Aucune adresse de retour n'y figurait, mais j'ai reconnu l'écriture de mon père sur l'étiquette. À l'intérieur se trouvait l'accord de continuité non signé, un stylo en argent et une carte contenant une seule phrase. Il est encore temps d'éviter des conséquences inutiles. Ce n'était pas un cadeau de mariage. C'était une exigence finale. Maya voulait le jeter, mais j'ai photographié chaque page et verrouillé les originaux dans le coffre-fort du directeur du théâtre. Puis je suis entré dans le planétarium. 4 chaises au premier rang restaient vides. Mon père n'avait pas seulement refusé d'y assister. Il avait persuadé ma mère et mon frère que leur présence serait un acte de trahison. Pendant la cérémonie, je n'ai pas pleuré ni cherché l'entrée des yeux à chaque fois qu'elle s'ouvrait. J'ai regardé Daniel et j'ai prononcé mes vœux sous un champ d'étoiles projetées. Cependant, à mi-chemin de la réception, Maya m'a tendu mon téléphone. Mon frère avait envoyé un message et l'avait supprimé presque immédiatement, mais l'aperçu de la notification restait. Je suis désolé. Papa dit que l'entreprise pourrait s'effondrer à cause de toi. J'ai pris une capture d'écran avant que la notification ne disparaisse. C'était le premier signe que les documents impliquaient plus que du contrôle. Mon père subissait une pression financière et d'une manière ou d'une autre il avait décidé que mon héritage était sa solution. Daniel a demandé si je voulais l'affronter ce soir-là. J'ai regardé les gens qui s'étaient présentés sans rien demander en retour et j'ai dit, pas aujourd'hui. Pour une fois, mon père ne déciderait pas de ce que deviendrait mon jour le plus important. Pourtant, alors que nous quittions le planétarium, le paquet gris semblait plus lourd que n'importe quel cadeau de mariage que nous ramenions à la maison. Pourquoi un homme d'affaires prospère risquerait-il de perdre sa fille pour une seule signature, à moins qu'il n'ait désespérément besoin de ce que cette signature pourrait débloquer? Le lendemain matin, Daniel et moi nous sommes réveillés dans notre loft d'imprimerie converti avec des cadeaux non ouverts couvrant la table à manger et des étoiles en papier argenté encore coincées dans mes cheveux. À 7h12, mon téléphone a vibré. Le message de mon père est apparu en lettres majuscules. J'ai besoin de $8400. Envoie-les avant midi. En dessous se trouvait un numéro d'acheminement et le nom d'une société de dépôt fiduciaire dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai demandé ce que le paiement couvrait. Sa réponse est venue immédiatement. Ta part de l'évaluation d'urgence. Ne joue pas à des jeux. J'ai fait des recherches sur l'entreprise et j'ai découvert qu'elle s'occupait de prêts commerciaux à court terme et non de fiducie familiale. Quand j'ai demandé une facture, il a appelé à la place. J'ai enregistré la conversation après l'en avoir informé comme la loi du Wisconsin et ma propre prudence l'exigeait. Il a dit que Robert S. Héritage Auction avait un problème de trésorerie temporaire causé par une vente de succession retardée. Selon lui, chaque bénéficiaire de la fiducie de ma grand-mère était obligé de contribuer $8400 pour éviter des pénalités. Je lui ai rappelé que le document de fiducie interdisait les évaluations contre les bénéficiaires et que je ne l'avais jamais autorisé à emprunter sur ma part. Son ton a changé. Tu as profité des avantages de cette famille pendant 33 ans. Maintenant tu te caches derrière un langage technique parce que ton mari t'a convaincu que tu es meilleur que nous. Daniel n'avait pas dit un mot. Mon père avait simplement besoin d'une nouvelle personne à blâmer pour avoir perdu le contrôle sur moi. Je lui ai demandé directement s'il avait déjà soumis l'accord de continuité sans ma signature. Le silence a suivi. Puis il a dit, tu as jusqu'à midi. Il a mis fin à l'appel. J'ai contacté l'avocate qui avait administré la succession de ma grand-mère, mais son ancien cabinet m'a informé qu'elle avait pris sa retraite et que le dossier de la fiducie avait récemment été transféré suite à une demande de mon père. Il ne pouvait pas discuter des détails avant d'avoir vérifié mon identité. Ce processus prendrait plusieurs jours. À 11h58, j'ai ouvert mon application bancaire. Une partie de moi ne voulait rien envoyer. Une autre partie voulait une trace permanente montrant que j'avais répondu uniquement à sa demande sans accepter aucune dette. J'ai transféré $1 sur le compte qu'il avait fourni et j'ai écrit « Aucune obligation reconnue. N'utilisez pas mon nom ou mes actifs ». Le paiement était symbolique mais il était aussi traçable. Dans les 30 secondes, il m'a appelé 6 fois. Puis est venu le message qui aurait le plus d'importance par la suite. Maintenant j'ai la preuve que tu as participé. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je l'ai quand même sauvegardé.
Pendant les 2 semaines suivantes, il a alterné entre le silence et la pression. Il a envoyé par courrier électronique une feuille de calcul affirmant que la fiducie devait près de 70 000 $ en coût de stabilisation. Mais le document ne contenait ni nom de banque ni numéro de prêt ni signature ni référence légale. Ma mère m'a envoyé un court message disant que mon obstination mettait les emplois des employés en danger. Mon frère a appelé après minuit un soir à chuchoter qu'il ne pouvait pas parler librement et a demandé si j'avais déjà signé une autorisation numérique pour la fiducie. Quand j'ai dit non, il a expiré brusquement. Alors quelque chose ne va pas, a-t-il dit avant de raccrocher. J'ai essayé de rappeler mais son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, mon père m'a envoyé par courrier électronique une page numérisée portant ce qui ressemblait à ma signature. La signature était convaincante à première vue. Elle s'inclinait vers le haut au même endroit que la mienne et incluait la coupure inhabituelle que je faisais entre le P et le H dans Sophia. Mais en dessous se trouvait un sceau de notaire daté de l'après-midi où j'avais été à l'intérieur des archives sécurisées connectées à un poste de travail qui nécessitait une clé biométrique. J'ai transféré le document vers un compte de messagerie privée et j'ai demandé mes journaux d'entrée au bureau de sécurité du théâtre. Daniel m'a pressé de contacter immédiatement les forces de l'ordre. J'ai hésité parce que je manquais encore de preuves que mon père avait réellement utilisé le document. Une fausse signature était alarmante mais je craignais qu'il ne qualifie cela d'erreur administrative et ne me dépeigne comme vindicative. Cette peur venait d'années à le regarder changer l'histoire jusqu'à ce que chacun remette en question sa propre mémoire. J'ai décidé de rassembler des faits avant de réagir. J'ai téléchargé des relevés bancaires, préservé les métadonnées de chaque fichier qu'il avait envoyé et créé une chronologie commençant par le dîner où il avait présenté l'accord pour la première fois. Mon travail m'avait appris que la manipulation dépend de la confusion. Une chronologie transforme la confusion en séquence et la séquence expose souvent l'intention. Exactement 14 jours après le mariage, j'étais dans la cuisine en train d'étiqueter des dossiers de preuves quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée assez fort pour faire trembler la vitre. Daniel a regardé par la fenêtre latérale et a dit « Ton père a amené la police ». Quand j'ai ouvert la porte, Richard Roberts se tenait à côté de la détective Lena Harris et de l'officier Cole Bennett. Il portait son meilleur par-dessus bleu marine et tenait un porte-document en cuir. Il ressemblait moins à une victime effrayée qu'à un homme arrivant pour une représentation programmée. La détective Harris s'est présentée et a expliqué que mon père avait signalé un transfert électronique non autorisé à partir d'un compte familial protégé. Il a affirmé que j'avais pris 8 400 $ après avoir refusé de couvrir une dépense légitime de la fiducie. Mon père a ouvert son porte-document et a montré un relevé imprimé indiquant que l'argent quittait un compte contrôlé par Robert S. Héritage Auction et entrait dans un compte se terminant par les 4 mêmes chiffres que le mien. Elle pensait que renvoyer $1 ferait passer cela pour une blague, a-t-il dit. Puis il m'a souri. Je t'ai enfin eu. Pendant un instant, l'accusation était si précisément construite que j'ai compris pourquoi il se sentait confiant. Il n'était pas venu pour m'effrayer afin que je paie. Il était venu pour établir un dossier public me dépeignant comme la voleuse avant que je ne puisse exposer ce qu'il avait fait. La détective Harris ne m'a pas arrêté ni immédiatement accepté la version de mon père. Elle a demandé si elle et l'officier Bennett pouvaient me parler à l'intérieur. J'ai accepté mais je leur ai dit que mon père pouvait rester sur le porche. Il a protesté que c'était une affaire de famille et qu'il avait le droit d'entendre mes réponses. La détective Harris a répondu « Vous en avez fait une affaire de police quand vous avez déposé le rapport ». Daniel se tenait à côté de moi alors que j'expliquais le mariage, l'accord de fiducie non signé, la demande de 8 400 $ et le transfert de $1. Je leur ai montré mon véritable historique bancaire. Il ne contenait aucun paiement entrant de 8 400 $, seulement ma transaction sortante d'$1. Mon père a crié par la porte ouverte que j'avais caché les fonds dans un autre compte. La détective Harris lui a demandé d'arrêter d'interrompre. Elle a ensuite examiné le relevé qu'il avait fourni. Il affichait un numéro d'identification de transaction, un eurodatage et une ligne de certification prétendument générée par la Great Lakes Commercial Bank. La page semblait officielle mais 3 détails m'ont sauté aux yeux. Premièrement, la police de caractères utilisée dans la ligne de transaction différait légèrement du reste du relevé. Deuxièmement, le dernier chiffre du numéro d'acheminement était mal aligné. Troisièmement, les propriétés du document visibles sur le pied de page imprimé indiquaient que le fichier avait été exporté depuis un programme d'édition d'images courant et non depuis un portail bancaire. Je ne l'ai pas déclaré faux. J'ai simplement souligné les incohérences et proposé l'email original que mon père m'avait envoyé. La détective Harris a utilisé sa tablette de service pour contacter l'unité des fraudes de la banque via un numéro vérifié.
Pendant qu'elle attendait, l'officier Bennett a demandé à mon père où il avait obtenu le relevé. Il a dit que son comptable l'avait téléchargé. Lorsqu'on lui a demandé le nom du comptable, il a jeté un coup d'œil vers l'allée et a dit que l'employé n'était pas disponible. J'ai su immédiatement qu'il parlait de mon frère. La détective Harris a joint un enquêteur sur les fraudes qui a confirmé que le numéro d'identification de la transaction appartenait à un paiement différent effectué 9 mois plus tôt à un fournisseur d'équipement. Aucun transfert de $8 400 vers moi n'avait eu lieu. L'enquêteur a également déclaré que le compte figurant dans l'entête avait été restreint 3 jours plus tôt en raison d'irrégularités documentaires suspectées en lien avec un prêt commercial. L'expression de mon père a changé. Il a fait un pas vers la détective Harris et a dit qu'il y avait eu un malentendu. Elle a demandé s'il avait modifié le relevé. Il l'a nié. Puis l'officier Bennett a remarqué quelque chose à l'intérieur du porte-document. Une deuxième version du même relevé partiellement visible sous un avis de prêt. Sur cette version, le nom du fournisseur d'équipement d'origine n'avait pas encore été remplacé par le mien. Mon père a tendu la main vers le dossier mais l'officier Bennett l'a éloigné et lui a dit de ne pas y toucher. Le Porsche est devenu silencieux. La détective Harris a comparé les deux documents et a demandé à mon père d'expliquer pourquoi il possédait à la fois un registre de transaction original et une copie altérée nommant sa fille. Sa réponse a changé 3 fois en moins d'1 minute. D'abord, il a blâmé son comptable. Ensuite, il a dit qu'un employé de la banque avait dû faire une erreur. Enfin, il a affirmé que j'avais placé la deuxième page lorsqu'il avait assisté à mon mariage. Daniel a dit doucement, « Vous n'étiez pas à notre mariage ». Cette seule phrase a dépouillé mon père de sa dernière once de confiance. La détective Harris a allumé le marqueur de preuve de sa caméra corporelle et l'a informé que le fait de soumettre sciemment des documents financiers modifiés avec une plainte à la police pouvait constituer le dépôt d'un faux rapport et une tentative de fraude. Il a essayé de partir. L'officier Bennett lui a dit qu'il n'était pas libre d'emporter le porte-document avant qu'il n'ait déterminé quelles preuves il contenait. Mon père m'a regardé comme si je l'avais trahi en permettant à la réalité de suivre son cours. « Dis-leur que c'est un malentendu », a-t-il ordonné. C'était le même ton qu'il avait utilisé quand j'étais adolescente. Pas une demande mais une attente que je répare les conséquences de ses décisions. J'ai dit, je n'ai pas créé ces documents. Il a baissé la voix. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de détruire. La détective Harris l'a entendu et a demandé si je me sentais menacé. Avant que je puisse répondre, le nom de mon frère est apparu sur mon téléphone. J'ai mis l'appel sur haut-parleur avec sa permission. Caleb semblait essoufflé. Il a dit que notre père lui avait ordonné de préparer un dossier pour la police en utilisant des relevés bancaires provenant des archives de l'entreprise. Caleb avait refusé après avoir remarqué que le transfert présumé n'avait jamais eu lieu. Mon père l'a ensuite bloqué hors du système comptable et a rempli le dossier lui-même. Caleb a également révélé pourquoi les $8 400 étaient importants. Robert S. Héritage Auction avait contracté un prêt relais à taux d'intérêt élevé pour acheter une collection d'horloges mécaniques rares. La collection s'est avérée contenir plusieurs reproductions sophistiquées et la revente prévue s'est effondrée. Le prêteur avait exigé un paiement de réparation de $8 400 pour empêcher un audit immédiat de la garantie. Mon père avait déjà mis en gage des actifs de la fiducie de ma grand-mère, y compris ma part protégée, en utilisant une autorisation que Caleb soupçonnait d'être fausse. Mon transfert de $1 avait été utilisé pour suggérer que j'étais au courant du prêt et que j'avais volontairement participé à son service. Cela expliquait le message de mon père. Maintenant j'ai la preuve que tu as participé. Il avait prévu de combiner le transfert, la fausse autorisation et le relevé altéré dans une histoire où j'avais d'abord accepté la transaction et ensuite volé de l'argent lors d'une dispute familiale. La détective Harris a demandé à Caleb de venir au poste et d'apporter tous les registres auxquels il pouvait légalement accéder. Mon père a crié que Caleb était un lâche ingrat et que je l'avais empoisonné contre la famille. La détective a ordonné à mon père de placer ses mains là où elle pouvait les voir. Il n'a pas été arrêté sur mon Porsche mais on l'a informé que les documents étaient saisis et qu'il devait accompagner les officiers pour un entretien formel. Avant d'entrer dans la voiture de police, il s'est retourné vers moi. Il n'y avait aucune excuse sur son visage, seulement du calcul. « Cette entreprise a payé pour ta vie », a-t-il dit. « Quand elle tombera, tout le monde saura que tu en es la cause. » J'ai répondu, non. Les registres montreront qui en est la cause. 5 minutes plus tôt, il s'était attendu à regarder la police m'emmener. Au lieu de cela, ils ont pris son porte-document, son relevé et les premières preuves physiques d'une fraude beaucoup plus importante. La visite de la police n'a pas mis fin au conflit.
Elle l'a transformé. Cet après-midi-là, la détective Harris m'a conseillé de ne pas communiquer avec mon père sauf par écrit et de n'accéder à aucun compte familial, même ceux légalement liés à mon héritage. Elle a expliqué que le relevé modifié était grave mais que prouver qu'il avait créé et pourquoi nécessiterait des assignations à comparaître des registres bancaires, des examens d'appareils et des entretiens. Mon père est rentré chez lui après plusieurs heures parce que les enquêteurs n'étaient pas encore prêts à déposer des accusations. Le soir même, il avait commencé à façonner une nouvelle version des événements. Il a dit à des parents que j'avais manipulé mon frère, saboté l'entreprise et l'avait humilié devant la police pour une simple dispute comptable. Ma mère a appelé Daniel et l'a accusé de m'isoler de ma famille. Daniel a mis l'appel sur haut-parleur et a demandé calmement si elle avait vu la fausse autorisation. Elle a fait une pause puis a dit que mon père lui avait assuré que je l'avais signé avant de changer d'avis. Cette réponse m'a dit qu'elle avait accepté son histoire sans me le demander une seule fois. Le jour suivant, un coursier a livré une lettre imprimée sur le papier à en tête de Robert S. Héritage Auction. Mon père écrivait que j'avais 7 jours pour rembourser $8 400 à l'entreprise, retirer mes allégations et signer une déclaration confirmant que toutes les transactions de la fiducie avaient été autorisées. Si je refusais, il promettait de me poursuivre pour interférence avec des relations commerciales, de contester mon héritage et de divulguer des informations familiales privées à l'employeur de Daniel. Le dernier paragraphe disait « Une fille loyale corrigerait cela avant que des étrangers ne détruisent ce que des générations de notre famille ont construit. » La menace était plus sombre que la lettre originale car elle révélait son véritable objectif. Il ne voulait pas simplement de l'argent. Il voulait une déclaration signée qui pourrait assainir les transactions antérieures. Daniel a lu la lettre 2 fois et a dit « Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la coercition financière, pas seulement le droit de la famille. » Maya a recommandé Elena Brox, une avocate qui avait représenté une organisation à but non lucratif après que son directeur eut falsifié les dossiers des donateurs. Le bureau d'Elena occupait le 2e étage d'une ancienne pharmacie et rien dans son attitude n'était dramatique. Elle lisait les documents lentement, posait des questions précises et n'interrompait jamais. Après avoir examiné l'accord de fiducie, les documents de prêt, mes messages et la page de signature falsifiée, elle a déclaré que la conduite de mon père impliquait potentiellement un vol d'identité, une falsification, une tentative de vol des actifs de la fiducie, une intimidation de témoins et un abus d'autorité fiduciaire. Elle a également identifié quelque chose qui m'avait échappé. Le document que mon père voulait que je signe après le mariage contenait une date d'entrée en vigueur rétroactive. Le signer n'autoriserait pas simplement la gestion future. Il ratifierait chaque transaction qu'il avait effectuée au cours des 18 mois précédents. Elena a immédiatement envoyé des avis de conservation à la société de vente aux enchères, au prêteur, à la société de dépôt fiduciaire, à l'ancien cabinet d'avocats de ma grand-mère et à la notaire dont le sceau apparaissait sur la page falsifiée. Elle a déposé une requête d'urgence demandant que mon père soit suspendu en tant que fiduciaire par intérim jusqu'à ce que le tribunal examine les comptes. Elle a également répondu à sa lettre par 3 phrases. Je niais la dette. Je ne signerai aucune déclaration et tout contact futur devait passer par les avocats. Mon père a réagi en intensifiant encore les choses. Il a posté un long message dans le groupe privé des employés de l'entreprise affirmant qu'un membre non nommé de la famille tentait une prise de contrôle hostile. Il a convoqué une réunion d'urgence avec les cadres supérieurs et leur a demandé de signer des déclarations de loyauté. Caleb a refusé et a été licencié pendant la réunion. Cette décision est devenue une autre erreur. Caleb avait passé 6 ans à rapprocher les comptes de l'entreprise et avant de perdre l'accès, il avait conservé des sauvegardes de routine conformément à la politique de l'entreprise. Il a remis ces sauvegardes à son propre avocat qui s'est ensuite coordonné avec les enquêteurs. Les fichiers ont montré que mon père avait déplacé de l'argent entre la société de vente aux enchères, la fiducie et 3 comptes de détention temporaire chaque fois qu'un prêteur demandait une preuve de liquidité. Les mêmes fonds étaient affichés à plusieurs reprises comme s'il s'agissait d'actifs distincts. Ma part de fiducie protégée avait été répertoriée comme garantie sur 2 demandes de prêt. Une demande contenait ma fausse signature numérique. L'autre indiquait que j'étais une conseillère financière non rémunérée pour l'entreprise, un poste que je n'avais jamais occupé. Encore plus accablant, les métadonnées ont montré que les 2 fichiers avaient été créés sur l'ordinateur de bureau de mon père. La notaire dont le sceau apparaissait sur mon autorisation a dit aux enquêteurs qu'elle ne m'avait jamais rencontré. Elle avait notarié plusieurs documents légitimes de l'entreprise des mois plus tôt et quelqu'un avait copié son sceau de l'une de ces pages. Quand Elena m'a expliqué les preuves, je me suis sentie disculpée mais pas triomphante. Chaque fait confirmait que mon père avait passé des mois à construire une version de moi qui n'existait que sur papier. Coopérative quand il avait besoin de garanties, malhonnête quand il avait besoin d'un suspect et instable quand il avait besoin de sympathie.
M'avait-il toujours vu comme une fille ou étais-je devenu un autre atout au moment où j'avais cessé d'obéir? Elena m'a prévenu que les semaines à venir seraient inconfortables. Mon père pourrait offrir une réconciliation menacée d'humiliation publique ou faire pression sur ma mère pour qu'elle me contacte. Votre avantage, a-t-elle dit, est qu'il continue de croire que les relations comptent plus que les registres. Au tribunal, ce sont les registres qui comptent. Nous avons demandé une ordonnance de protection couvrant les menaces directes et l'interférence avec mon emploi. Le juge n'a pas accordé toutes les restrictions mais a ordonné à mon père de ne pas me contacter directement, de ne pas disposer des actifs de la fiducie, de ne pas modifier les fichiers de l'entreprise ou de ne pas déclarer que j'avais autorisé des transactions financières. Pour la première fois de ma vie, une limite avec mon père existait en dehors de ma propre volonté. Elle était écrite, signée et exécutoire. Il ne pouvait plus l'effacer en élevant la voix. L'audience d'urgence de la fiducie a eu lieu 6 semaines après l'arrivée de la police à ma porte. Mon père est entré dans la salle d'audience avec 2 avocats et l'expression d'un homme qui croyait que la confiance en soi pouvait remplacer la crédibilité. Ma mère était assise derrière lui. Elle ne m'a pas regardé. Caleb était assis du côté opposé avec son propre avocat, portant toujours l'épuisement de quelqu'un qui avait perdu à la fois un emploi et la version de son père qu'il avait défendue pendant des années. Elena a présenté l'affaire sans exagération. Elle a montré les restrictions originales de la fiducie, l'autorisation falsifiée, mes journaux de sécurité prouvant que j'étais à l'intérieur des archives quand le document était censé être notarié et les métadonnées reliant les fichiers modifiés à l'ordinateur de mon père. Elle a joué le message vocal dans lequel il me disait de signer ou de perdre le soutien de la famille. Puis elle a présenté son message suite à mon transfert de $1. Maintenant j'ai la preuve que tu as participé. L'avocat de mon père a soutenu que la phrase faisait uniquement référence à une obligation familiale partagée. Elena a demandé quel document juridique créait cette obligation. Personne n'en a produit un. Le responsable de la conformité du prêteur a témoigné que l'entreprise m'avait présenté comme une bénéficiaire consentante dont l'intérêt de la fiducie pouvait garantir le prêt. Sans cette représentation, le prêt n'aurait pas été approuvé. La société de dépôt fiduciaire a confirmé que les $8 400 demandés n'étaient pas mon évaluation. C'était l'exact montant de l'impayé nécessaire pour reporter un audit des garanties de 14 jours. Mon père avait exigé l'argent le lendemain matin de mon mariage car la date limite du prêteur était midi. Il avait manqué la cérémonie pas simplement par colère mais parce qu'il avait passé cette journée à rencontrer un acheteur privé et à tenter de vendre une partie de la douteuse collection d'horloges avant que le prêteur ne l'inspecte. Mon mariage était entré en collision avec sa crise financière et il avait choisi la crise. Quand j'ai refusé de le sauver, il a eu besoin de m'en rendre responsable. Caleb a ensuite témoigné que notre père lui avait ordonné de modifier des descriptions comptables et de préparer un relevé pour la police. L'avocat de mon père a suggéré que Caleb se vengeait parce qu'il avait été licencié. Caleb a répondu en produisant un email envoyé avant son licenciement dans lequel il avertissait notre père que signaler un vol inexistant serait illégal. L'email se terminait par « Sophia n'a pas autorisé ses prêts. Arrête d'utiliser son nom ». Mon père avait répondu « Fais ce pourquoi on te paie ». Cette réplique a changé l'atmosphère de la pièce. Ma mère a baissé la tête. Le juge a immédiatement suspendu mon père de ses fonctions de fiduciaire et a nommé un fiduciaire indépendant pour examiner chaque transaction effectuée depuis la mort de ma grand-mère. Le tribunal a également gelé les distributions liées à Robert S. Héritage Auction et a renvoyé les falsifications et les fausses déclarations apparentes au procureur. À l'extérieur de la salle d'audience, des journalistes d'un journal économique régional attendaient car Robert S. Héritage Auction avait parrainé des musées et des événements caritatifs pendant des décennies. Mon père a essayé de passer devant eux mais l'un d'eux a demandé pourquoi l'héritage de sa fille était apparu sur des documents de prêt de l'entreprise. Son image publique soigneusement entretenue commençait à s'effondrer en temps réel. Je n'ai pas donné d'interview. Elena a publié une brève déclaration disant que je coopérais avec les enquêteurs et que je cherchais uniquement la protection des actifs qui m'avaient été légalement légués. Cette retenue a eu de l'importance. Mon père avait passé des années à dire aux gens que j'étais émotive et impulsive. Moins je donnais de représentation pour les caméras, plus ses propres documents parlaient. Au cours du mois suivant, les conséquences se sont multipliées. L'État a suspendu la licence professionnelle de la société de vente aux enchères dans l'attente d'un examen. 2 consignataires ont retiré des successions précieuses des ventes à venir. Le prêteur a déclaré un défaut de paiement après avoir découvert de fausses déclarations de garantie. Une compagnie d'assurance a refusé de couvrir les pertes liées à des déclarations inexactes intentionnelles.
Les employés ont appris que les charges sociales avaient été payées en retard alors que mon père continuait de louer une voiture de luxe via l'entreprise. Plusieurs ont démissionné. Ma mère a finalement demandé à me rencontrer par l'intermédiaire d'Elena. Je n'ai accepté que si Daniel et Maya étaient présents et la conversation a eu lieu dans la salle de conférence d'Elena. Ma mère est arrivée en tenant l'invitation de mariage qu'elle n'avait jamais utilisée. Elle a admis que mon père lui avait dit qu'assister au mariage signifierait approuver mon refus de sauver la famille. Il avait également affirmé que j'avais l'intention de saisir la maison de vente aux enchères et de la vendre. Elle a dit qu'elle l'avait cru parce que le remettre en question rendait la vie à la maison insupportable. Je comprenais sa peur mais la compréhension n'effaçait pas son choix. Tu as laissé une chaise vide à mon mariage parce que sa colère était plus importante que la vérité, ai-je dit. Elle a pleuré et a demandé si nous pouvions recommencer. Je lui ai dit que recommencer exigeait de l'honnêteté, des conseils psychologiques et aucun message transmis au nom de mon père. Je n'ai pas promis de pardon sur commande. Les excuses de Caleb étaient différentes. Il ne m'a pas demandé de l'excuser. Il a admis qu'il avait ignoré les signes avant-coureurs parce que l'entreprise payait son salaire et parce qu'être l'enfant préféré de notre père semblait plus sûr que de devenir sa cible. Il m'a donné accès au dossier complet de la fiducie et a aidé le fiduciaire indépendant à retrouver les fonds manquants. L'examen a découvert que mon père avait détourné plus de 190 000 $ des investissements contrôlés par la fiducie sur 4 ans. Une partie de l'argent couvrait les pertes de l'entreprise. Une autre partie payait des dépenses personnelles. Les 8 400 $ n'avaient été que la plus petite pièce visible. Les procureurs ont déposé des accusations liées à la falsification, à la tentative de fraude financière, au dépôt d'un faux rapport de police et au détournement de fonds fiduciaires. Mon père n'a pas été emmené de force dans une scène de tribunal théâtral. Sa punition a été plus lente et plus complète. Il a perdu le contrôle de l'entreprise, de la fiducie et de l'histoire qu'il racontait sur lui-même. Il a été tenu de remettre son passeport, de s'abstenir de contacter les témoins et de soumettre ses dossiers financiers au tribunal. L'homme qui avait traité l'accès comme un pouvoir ne pouvait plus entrer dans son propre bureau sans la permission d'un gestionnaire nommé par le tribunal. Pourtant il a fait une dernière tentative. Par l'intermédiaire de son avocat, il a proposé de plaider responsable d'erreurs comptables si je publiais une déclaration publique disant que le stress familial avait causé des malentendus. En échange, il cesserait de contester mon héritage. Elena a lu la proposition à voix haute. J'ai failli rire. Il proposait d'arrêter de voler ce qui était déjà à moi si je l'aidais à protéger sa réputation. Je l'ai rejeté. 9 mois après mon mariage, mon père a conclu un accord de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès rempli de documents falsifiés, de menaces enregistrées, de témoignages bancaires et de ses propres emails. Il a plaidé coupable de crimes de falsification, de tentative de fraude et d'utilisation abusive d'actifs sous son contrôle fiduciaire. Le faux rapport de police a été inclus dans les considérations de détermination de la peine. Il a reçu une peine d'emprisonnement suivie d'une liberté surveillée, a été condamné à payer des dédommagements et a été banni de façon permanente d'agir en tant que fiduciaire ou de gérer des transactions de vente aux enchères sous licence. Robert S. Héritage Auction n'a pas survécu sous le nom de famille. Une entreprise concurrente a acheté son inventaire légitime, a conservé plusieurs employés et a retiré le nom de mon père du bâtiment. La rare collection d'horloges qui avait déclenché la crise a été vendue pour une fraction de son prix d'achat après que des experts eurent confirmé que de nombreuses pièces étaient des reproductions. Sa voiture a été reprise. La maison du lac qu'il utilisait souvent comme preuve de sa réussite a été vendue pour satisfaire les créanciers. Ces pertes n'étaient pas une vengeance que j'avais orchestrée. C'étaient des conséquences qu'il avait retardées jusqu'à ce que le retard ne soit plus possible. Le fiduciaire indépendant a restauré la majeure partie de mon héritage protégé grâce à des réclamations d'assurance des comptes récupérés et la vente d'actifs que mon père avait indûment transférés. Caleb a également reçu sa part légale. Il a trouvé du travail dans une entreprise de fabrication et a commencé à suivre une thérapie. Notre relation est restée prudente mais honnête. Il a appris que s'excuser n'est pas la même chose qu'exiger une confiance immédiate. Et j'ai appris que la reconstruction peut avoir lieu sans prétendre que les dégâts n'ont jamais eu lieu. Ma mère a emménagé dans un petit appartement et a commencé des consultations. Parfois nous prenions un café. Parfois je refusais. Je ne mesurais plus ma bonté à la rapidité avec laquelle je mettais les autres à l'aise. À l'occasion de notre premier anniversaire, Daniel et moi sommes retournés au planétarium avec Maya et quelques amis. Le personnel a projeté le même champ d'étoiles qui était apparu au-dessus de nous pendant nos vœux. Cette fois je n'ai pas regardé vers les 4 chaises qui avaient autrefois été vides.
J'ai regardé les personnes qui avaient toujours été présentes. Daniel m'a tendu un petit cadre contenant une copie du reçu de transfert de $1. En dessous il avait imprimé la note. Aucune obligation reconnue. J'ai ri parce que ce dollar était devenu l'erreur la plus coûteuse que mon père ait jamais essayé d'exploiter. Il croyait que cela prouvait ma participation. Au lieu de cela, son horodatage a relié sa demande à l'échéance du prêteur et son message a révélé son intention. La plus petite transaction de l'affaire a aidé à découvrir le plus gros mensonge. Pendant des années je pensais que fixer des limites signifiait être cruel, ingrate ou déloyal. Mon père m'a appris que l'amour exigeait l'obéissance alors que chaque personne saine dans ma vie m'a montré quelque chose de différent. L'amour permet les questions, respecte le refus et ne punit pas l'indépendance. Le sang peut expliquer une relation mais il ne peut pas rendre cette relation sûre. Le titre de parent n'accorde pas la propriété sur l'argent, la carrière, le mariage ou l'avenir d'un enfant adulte. La documentation compte aussi. Sauvegarder des messages, réviser des contrats, protéger des mots de passe, vérifier des rapports de crédit et demander conseil à des professionnels indépendants ne sont pas des actes de trahison. Ce sont des formes pratiques d'autoprotection. Si j'avais signé le document pour éviter un conflit, mon héritage aurait pu disparaître et ma signature aurait pu dissimuler des années de fraude. Si j'avais payé les $8 400 par culpabilité, mon père aurait gagné 2 semaines de plus pour cacher des preuves et un paiement qu'il aurait pu dépeindre comme un consentement. Plus important encore, j'ai appris que la vengeance ne signifie pas toujours détruire la personne qui vous a fait du mal. Parfois cela signifie refuser de se détruire soi-même pour la protéger. Mon père est arrivé chez moi en croyant que les uniformes de police restaureraient son autorité. Il s'attendait à ce que je panique, m'excuse et paie. Ce qui l'a vaincu n'était pas un discours dramatique. C'était la vérité préservée dans les messages, les métadonnées, les relevés bancaires, les journaux de sécurité et le témoignage de personnes qui avaient finalement cessé de le couvrir. Il a ignoré mon mariage parce qu'il croyait que mon bonheur importait moins que son contrôle. Il a exigé $8 400 parce qu'il croyait que mes ressources lui appartenaient. Il a amené la police parce qu'il croyait que la peur me ferait capituler. Il a eu tort à chaque fois. Je n'ai pas gagné parce qu'il a perdu son entreprise ou s'est tenu devant un juge. J'ai gagné quand j'ai cessé de me demander si me protéger faisait de moi une mauvaise fille. La réponse a toujours été non. Fixer une limite n'a pas brisé ma famille. Cela a révélé ce qui était déjà brisé et a donné aux parties honnêtes une chance de guérir. Merci de soutenir notre chaîne et nos histoires. Cette vidéo est entièrement fictive et destinée uniquement au divertissement et à la réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que l'une des choses les plus fortes que vous puissiez faire après une trahison est de refuser de laisser le manque de caractère de quelqu'un d'autre changer le genre de personne que vous choisissez de devenir. Vous pouvez apprendre de ce qui s'est passé, fixer des limites plus strictes et continuer à avancer sans permettre à l'amertume de contrôler votre prochain chapitre.